Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Vodeclic fait fort sur le Digital Learning 8 conseils pour séduire et retenir vos apprenants. En ce mois de janvier, les équipes de Vodeclic et de Fefort se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016. Avant de commencer les présentations, je voulais juste vous présenter la boîte de dialogue GoToWebinar que vous avez affichée à votre écran. Vos micros sont tous coupés et vous pouvez en fait dialoguer avec nous et poser vos questions par la fenêtre suivante. Alors merci d'utiliser cette fenêtre pour nous confirmer que vous nous entendez bien et que tout fonctionne de votre côté. Voilà, parfait, merci, tout semble correct pour tout le monde. Alors j'ai le plaisir maintenant d'accueillir nos deux intervenants, Xavier Fillon, président de Vodeclic, et Michel Diaz, directeur associé de Fefort. Je vous laisse vous présenter, messieurs. D'abord Xavier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, comme l'a dit Aude, tous mes voeux, on n'est pas encore fin janvier, donc tous mes voeux de bonheur et de réussite pour cette année 2016. Je suis très heureux de participer à ce webinaire aujourd'hui. Vodeclic est une start-up qui a 7 ans d'existence et dont le métier est de fabriquer et de commercialiser une solution de formation en ligne pour développer les compétences bureautiques, digitales et collaboratives. Depuis le 7 mai 2015, Vodeclic a été racheté et fait maintenant partie du groupe Skillsoft, qui est un groupe leader dans le monde dans la formation en ligne et le talent management. Donc Skillsoft dans le monde, c'est plus de 6000 clients, 19 millions d'utilisateurs. C'est également 3 marques. Skillsoft pour toute une série de contenus, notamment sur la partie business, management, leadership. SumTotal System, qui est un LMS, c'est une suite de talent management. Et puis Vodeclic qui maintenant a intégré le groupe. L'actualité pour cette année est séduisante. Je vais la résumer en 2 aspects. Nous avons un très gros plan d'investissement en termes de développement produit, nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, nouveaux contenus, avec des équipes qui vont nous rejoindre de façon à apporter une expérience utilisateur et des solutions de performance pour nos clients de plus en plus abouties. Et la deuxième chose, c'est que notre positionnement historique était exclusivement sur les compétences bureautiques, digitales, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le poste de travail, tout ce qui a fait notre performance ces dernières années. Et à ce titre, nous sommes pour la 2e année consécutive dans le classement Deloitte Technologie FAS 500 qui regroupe les entreprises technologiques qui sont en plus forte croissance sur tout le territoire Europe et Afrique, Moyen-Orient. Et nous avons intégré depuis plusieurs semaines un nouveau catalogue de contenu autour de l'informatique cette fois-ci, 2 grands pôles, tout ce qui touche aux professionnels de l'IT, comment augmenter et maintenir les compétences sur tout ce qui touche au stockage, au réseau, à la sécurité, à l'Internet dans une organisation, et également la couverture des langages de programmation, de façon à ce que vos organisations, sur la partie développement informatique, transformation digitale, puissent avoir des équipes techniques de plus en plus performantes. Merci Xavier. Eh bien, quant à moi, je m'appelle donc Michel Diaz, je suis directeur associé de Fefort, qui est un leader européen du conseil indépendant en stratégie digital learning, et je dirige par ailleurs la rédaction du site e-learning letter, qui est le premier web média d'information professionnelle sur le digital learning en France. Bien, on va pouvoir donc commencer directement, mais par un sondage qui nous a été concocté par Aude. Voilà, donc avant de laisser la présentation et la parole à nos 2 intervenants, nous voulions en fait commencer par un peu d'interactivité, par un premier sondage qui va apparaître à votre écran. Voilà, donc la question est la suivante. Quelle est votre exploitation des données de la formation? Alors vous avez 2 réponses possibles. Estimation du niveau de satisfaction des apprenants, amélioration continue des formations, retour sur investissement de la formation, évaluation des compétences acquises et mise à jour du portail de formation. Voilà, donc on vous laisse 30 secondes pour répondre. Voilà, je vois le pourcentage des votants qui augmente. Encore quelques petites secondes. Voilà, nous clôturons le sondage. Merci à tous. Je vais pouvoir le partager à l'écran pour laisser à la fois Xavier Fillon et Michel Diaz le commenter. Voilà, messieurs, je vous laisse commenter ce sondage. Nous avons en fait une grande majorité sur l'estimation du niveau de satisfaction des apprenants et évaluation des compétences acquises.
Xavier, peut-être un mot sur ces réponses. Eh bien, je les trouve très intéressantes, mais elles me surprennent pour autant beaucoup. Ce qui me surprend et me réjouit personnellement, c'est les 62% sur le niveau de satisfaction des apprenants, parce que c'est un sujet dont on va parler ensemble avec Michel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que spontanément, j'aurais pensé que ce soit l'évaluation des compétences acquises qui soit en tête, et c'est simplement en troisième position. Et je pense que ça démontre votre niveau de maturité dans vos organisations, et je pense d'avoir compris que on ne peut pas, et c'est un des leitmotifs de vos déclics historiquement, on ne peut pas avoir un retour sur investissement en termes de formation, c'est-à-dire somme toute, est-ce que vos apprenants, vos salariés ont progressé, ont appris quelque chose, ont maintenu des compétences, si en amont, avant cela, ils sont satisfaits des solutions que vous leur apportez. Et fondamentalement, c'est le grand mouvement dans la formation, et je pense que Michel, tu pourras en parler plus que moi, c'est que le user first et la satisfaction du salarié, c'est somme toute le socle de base de la performance ultérieure en termes de gains, de productivité, de performance et de compétences. Oui, alors plusieurs remarques là-dessus. Tu viens d'utiliser l'expression user first, employee first, c'est-à-dire finalement l'entreprise doit veiller à ce que ses collaborateurs soient satisfaits avant même de veiller à ce que ses clients soient satisfaits tout simplement parce que des collaborateurs satisfaits, c'est automatiquement des clients et des partenaires satisfaits. Donc il y a un vrai mouvement qui se développe effectivement dans le monde anglo-saxon à ce propos et c'est une bonne chose. Je serais un peu moins optimiste que toi sur l'estimation du niveau de satisfaction des apprenants parce que ça me donne à penser que la feuille d'évaluation traditionnelle du stage de formation est encore très utilisée et surtout essentiellement utilisée dans l'évaluation avec peu d'évaluation des autres objets par ailleurs. Et puis, alors par contre, il y a de quoi s'inquiéter sur les 10% de la mise à jour du portail de formation, parce que concrètement, ça veut dire que l'entreprise manque de réactivité dans la prise de décision et la mise à jour, normalement qui devrait être quasi temps réel du portail de formation à la suite des évaluations qu'elle peut faire de la satisfaction des apprenants. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette conférence. Si tu me permets de rajouter quelque chose, Michel, là-dessus, c'est là où je pense qu'il y a encore du travail, des choses à faire dans les entreprises et dans les organisations, parce que mettre à jour le portail de formation est pour moi l'un des éléments clés pour satisfaire les utilisateurs. La monotonie de ce à quoi nous pouvons accéder en ligne génère de l'insatisfaction, me semble-t-il. Pas que dans le monde de la formation, dans le monde de la musique, dans le monde des médias, dans le monde des loisirs. Je pense que le modèle Netflix n'aurait pas ce succès-là s'il n'y avait pas constamment une mise à jour de leur contenu et de leur portail. Entièrement d'accord et on ouvre une parenthèse qu'on ferme tout de suite, mais amélioration du portail, fonction éditoriale, c'est-à-dire faire vivre le portail avec des actualités régulières, etc. Au besoin, connecter un feed Twitter, que sais-je. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je ne voulais pas perdre cette occasion d'en parler tout de suite. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, séduire et retenir les apprenants. Donc, on a commencé à l'aborder, c'est évidemment un défi important pour les responsables formation, ce d'autant plus que on peut les créditer du fait qu'ils déploient des trésors d'imagination pour intéresser leurs clients internes ou externes d'ailleurs à leurs nouvelles offres de formation digitale et que parfois ça marche pas aussi bien qu'ils l'auraient cru. Alors en fait je pense qu'on va aborder cette question sous l'angle aussi de la transformation d'un marché. On est passé de l'ère de ce que je pourrais appeler la rareté présentielle où finalement c'est la demande de formation par les salariés eux-mêmes qui était de loin la plus importante et ils étaient très loin de pouvoir accéder à des formations présentielles pour entrer aujourd'hui dans une ère de la formation digitale qui est tout à fait pléthorique et qui se dispute finalement l'attention des apprenants, mais le volume d'attention des apprenants est limité, donc il est fragmenté
par une infinité d'offres aujourd'hui, et donc il est très difficile finalement d'accrocher ces offres à l'attention de l'apprenant parce qu'ils sont très mobilisés. C'est un défi d'ailleurs, séduire et retenir les apprenants, qui n'est pas un défi ponctuel, mais qui sera un défi permanent parce qu'on n'en a jamais terminé avec cet impératif, comme on le verra, et c'est au passage un défi pour toutes les fonctions d'entreprise. Il n'y a pas que le service formation ou la fonction formation qui sont en jeu dans cette histoire. Et donc, on voudrait, avec Xavier, balayer quelques conseils, 8 conseils en fait, qu'on a élaborés ensemble dans nos échanges. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus, mais on espère que ceux-là vont vous aider. Et puis, alors, on ne va pas les développer tous de la même façon parce que on a beaucoup écrit, lui et moi, chacun de notre côté, dans d'autres livres blancs, sur une partie de ces conseils. Donc, on va essayer de se concentrer sur les conseils qui nous intéressent le plus, sachant que tout a été développé dans le livre blanc que vous recevrez. Alors, le premier conseil, c'est mettez toute ressource à 3 clics au plus de l'apprenant. Et quand on en a parlé avec Xavier, il m'a cité le cas d'Amazon, que je connais bien puisque je suis un client d'Amazon, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'être client de librairie par ailleurs, où en 2 clics, vous pouvez à la fois commander, payer et être livré sous 24 heures si vous avez un compte premium, avec la leçon, je dirais, numéro 1 qui a bien été apprise par Amazon, c'est-à-dire que plus il y a de clics à réaliser par le consommateur sur un portail de e-commerce, plus le taux de transformation, c'est-à-dire en fait les ventes, chutent. Hein. Et une deuxième leçon, c'est évidemment celle du design qui va favoriser les achats. Alors, Xavier, je te laisse la parole là-dessus. Si on prend cet exemple du e-commerce, c'est qu'on le projette dans le monde de la formation. Qu'est-ce que ce serait que l'expérience client selon un site de e-commerce? Ça devient quoi en formation? Qu'est-ce que c'est que l'expérience d'achat? Qu'est-ce que serait le taux de transformation que tu vois, toi, sur un portail de formation? Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Oui, quand on a préparé il y a plusieurs semaines ce livre blanc sur comment séduire et retenir les apprenants, Vodéclic vient du monde du web historiquement, donc on n'a pas développé Vodéclic simplement en se disant notre métier c'est de construire une solution de formation sur le web. C'est simplement on vient du web, donc le web ça touche à beaucoup de choses et il y a des gros acteurs qui ont, on va dire, changé nos vies, nos façons de consommer, en bien ou en mal, c'est pas le sujet, mais effectivement le cas d'Amazon est intéressant. Le cas d'Amazon, aujourd'hui, vous pouvez commander quoi que ce soit en 3 clics extrêmement rapidement. Alors, ce sont des solutions qui sont tellement grosses et tellement importantes en volume, c'est qu'elles ont des influences fondamentales sur notre comportement à nous êtres humains, individus. Et puis, ces individus, en fait, sont les salariés ou les agents de vos organisations. Donc, quand notre vie quotidienne est faite de solutions qui vont extrêmement vite, qui sont extrêmement simples, où en 3 clics, vous obtenez ce que vous voulez, bah, ça a 2 impacts. C'est que d'un côté, ça vous donne envie et ça fait ressurgir, lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail, ça fait ressurgir votre envie d'avoir la même chose à titre professionnel qu'à titre personnel. Et dans le monde de la formation, je me souviens très bien, il y a de nombreuses années, d'ailleurs, petite parenthèse, le média utilisé par Vodéclic sur tous ces contenus, ce sont des petites formations, des petits modules vidéo de 3, 4, 5 minutes maximum. On nous disait à l'époque, le marché nous disait, mais c'est pas de la formation, ça. Bon. Je pense que le marché a bien compris 7-8 ans plus tard, avec l'avènement et la croissance de Vodéclic et puis l'arrivée de d'autres acteurs avec des contenus vidéo par milliers, dizaines de milliers, tels les MOOC, tels Khan Academy, etc., que fondamentalement, c'est le média le plus simple et le plus rapide pour capter une information pédagogique. Eh bien, c'est juste extrêmement simple. Vous ne pouvez pas avoir une manipulation compliquée, longue, fastidieuse de plusieurs clics, trop de clics pour accéder à une ressource qui elle-même dure 3-4 minutes. Quand vous avez un petit problème sur votre poste de travail, vous avez besoin d'une petite solution. Alors, si vous avez un petit problème et que pour accéder à une petite solution qui est courte, vous passez énormément de temps pour trouver
cette information, eh bien là, vous êtes dans un scénario qui est un scénario cauchemardesque, totalement insatisfaisant pour votre salarié. Petit 1, il ne trouve pas en temps utile ce qu'il recherche, et petit 2, il se dit c'est quand même nettement plus rapide quand je suis sur Amazon ou sur Netflix. Donc c'est le double effet négatif pour vous dans votre organisation. C'est la loi du web. Et le web va de plus en plus vite, les technos et les réseaux et les débits vont de plus en plus vite, il y a de plus en plus de fibres optiques, tout va plus vite. C'est bien, c'est pas bien, ce n'est pas le sujet, mais vos salariés sont impactés par ça. Et donc, vous devez considérer vos salariés comme des clients et non pas comme des utilisateurs qui vont bénéficier de ce que vous allez mettre en place. Il faut que ça les satisfasse. Une façon de les satisfaire, il faut que ça aille vite. Merci Xavier. Donc effectivement, de la même façon qu'on parlera d'expérience client, on parlera d'expérience apprenant, on parle d'expérience d'achat, on parlera d'expérience de formation. Le taux de transformation d'Amazon, ce serait tout simplement l'apprenant qui entre dans son module de formation, qui consomme les ressources de votre portail de formation, bref, qui achète entre guillemets, et si son expérience apprenant est bonne, alors il sera fidélisé aux solutions de formation que vous mettez en œuvre pour lui. Tu as abordé ce qu'on pourrait appeler une règle de proportionnalité, hein, moi j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'il faut adapter le nombre de clics au but visé, et à l'évidence, si mon but visé c'est de me rafraîchir la mémoire sur une fonctionnalité bureautique ou une tournure en anglais par exemple, il faudra que j'ai très peu de clics à cliquer, si je puis dire, alors que si je dois apprendre à conduire un entretien de recrutement, une vraie formation managériale, on sera plus tout à fait dans le même ordre d'idée. Et pour terminer là-dessus, parce que je voudrais qu'on passe tout de suite à la chose suivante, je noterai que le clic, on pourrait se souvenir de cette formule, le clic c'est l'ennemi, l'un des plus féroces ennemis de la productivité, parce que quand vous multipliez le nombre de clics inutiles par leur durée unitaire sur une heure, sur une journée, sur une année, et que vous multipliez tout ça par le nombre de salariés d'entreprise, bah vous avez compris, vous arrivez un petit peu comme l'histoire du grain de blé de Sissa pour l'origine du jeu d'échecs, vous arrivez à des montants qui sont absolument extraordinaires. Et donc, à l'issue de ce premier conseil, une question que vous pourriez vous poser, allez donc sur votre portail de formation, mettez-vous dans la peau d'un apprenant, et puis regardez combien de clics sur ce portail il vous faut pour atteindre la ressource la plus éloignée des apprenants. Alors, on va passer à un deuxième conseil qui est de s'inspirer de, comment dirais-je, du design web. Et au fond, on est directement en prise avec ce que disait Xavier il y a quelques minutes. Et je voulais juste reprendre, je vais me citer un petit peu parce qu'il se trouve que j'ai tellement écrit ces dernières années que j'en suis amené parfois à reprendre des choses que j'ai écrites. Mais on parle de design web, parlons de design, c'est la conception vue par l'utilisateur. Moi je fais finalement, il y a le même glissement entre formation, où c'est le formateur, c'est le processus des formations qui est au centre, et learning, où là on est dans une vision où c'est le learner, c'est l'apprenant qui est au centre, et vous savez que le digital learning, c'est justement des dispositifs, des approches qui sont centrées sur l'apprenant. Il y a le même glissement sémantique entre conception et design. La conception, elle est centrée sur le concepteur, c'est pas mal, mais ça suffit pas, et le design, c'est finalement la conception qui est vue par l'utilisateur, et du coup, elle conditionne très largement l'expérience. Alors, en deux mots d'ailleurs, par design, qu'est-ce qu'on entend? On entend 3 designs en un, hein, qui vont tous converger dans ce qu'on a appelé l'expérience apprenant, c'est-à-dire effectivement, le design pédagogique. Alors le design pédagogique, c'est le design du parcours, du dispositif d'évaluation, de ce qu'il y a en amont du parcours de formation en aval, c'est le design des ressources, etc. C'est ce que font les concepteurs pédagogiques. Le design graphique, c'est le deuxième élément, et c'est souvent d'ailleurs par cela qu'on entend design de façon un peu réducteur, c'est-à-dire le look and feel du portail ou des ressources, mais qui sont vues par l'apprenant depuis son PC, son smartphone ou sa tablette. Et puis il y a le design technique dont on parlera un petit peu plus tard dans un conseil particulier que nous allons donner. Alors, juste très rapidement là-dessus, le design web, il faut évidemment s'inspirer de ce qui marche dans les designs web et être très attentif à ça, parce que le web lui-même est attentif au comportement des utilisateurs. Alors, dans le livre blanc, on a repéré quelques designs
possibles. Je ne vais pas tous les citer, il y en a 10 là, et d'ailleurs ils émanent d'un travail de Véronique Trudel. Donc je me contenterai par exemple peut-être de parler du design qui porte le numéro 5, qu'on voit à peine, mais c'est un design où on voit apparaître des sites internet où il y a de plus en plus de défilements et de moins en moins de clics. Hein. Ça, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a un design numéro 7 qui serait le responsive design, c'est-à-dire la capacité que vous avez d'aller jeter un coup d'œil, que l'apprenant aura de lire finalement la totalité des ressources dont il a besoin, aussi bien sur son portail que sur son PC que sur son smartphone ou sa tablette. Le design 8, ce sont les contenus simplifiés. Merci Véronique Trudel parce qu'elle nous a inspiré pour le nouveau site e-learning letter qui a été lancé l'an passé, la nouvelle version. Et puis par exemple, en design 0, vous avez un exemple de portail qui est un portail de vidéos de présentation. Voilà, je ne voulais pas aller trop au-delà de ceci, mais avec une règle de base, encore une fois, inspirez-vous des designs du web, et sauf à ce que Xavier ait un mot à dire là-dessus en complément de ce que tu as dit. Un tout petit truc pour faire un parallèle. Il y a derrière le mot design, il y a la question de l'ergonomie. Et c'est design plus ergonomie qui veut dire efficacité. Je fais un parallèle. Vous prenez n'importe lequel de ces sites web, vous vous baladez, vous naviguez, etc., etc. Et après, vous allez sur un site web, par exemple, de bijoux. Vous revenez dans le monde des sites web en flash, il y a plusieurs années, où c'est beau. C'est très, très beau, mais c'est totalement inefficace. Et le web a tellement progressé en termes de technologie ces dernières années, comme le montre Michel avec ses quelques screenshots, c'est que c'est le design au sens je satisfais le goût, les yeux, je satisfais le sens de mes utilisateurs avec un design qui est beau, mais qui a une ergonomie fonctionnelle remarquable. Un beau site avec une ergonomie catastrophique, vous êtes à 10 clics de votre source pédagogique. Donc, quand vous choisissez un partenaire de contenu, un éditeur d'une solution, soyez extrêmement vigilant à cette notion de non pas simplement, tiens, ça a l'air beau, parce que fondamentalement, ça peut l'être, voire ça l'est, mais il faut que l'ergonomie, le cheminement, où on clique, comment, soit efficace. Et la performance d'Amazon historique, c'est justement ça. Historiquement, Amazon, c'était pas très joli, ils ont fait évoluer, mais maintenant, c'est devenu extrêmement efficace et en un rien, on commande quelque chose. Merci Xavier. On va passer au troisième conseil qu'on a élaboré ensemble, et tu étais déjà en train d'en parler finalement, c'est penser ensemble le portail et les ressources, c'est-à-dire les ressources, ce sont les modalités de formation. Hein. Là, on parle essentiellement de modalités de formation à distance, vidéo, module e-learning, rapid learning, fil d'actualité dans le réseau social du portail de formation, etc. Et puis, c'est le portail, hein, c'est-à-dire le chemin pour y accéder, qui doivent être pensés ensemble. Alors, pourquoi penser ensemble. Une autre citation. Si les entreprises sont souvent attentives au design des modules de formation, il leur arrive de diffuser ces contenus sur des portails médiocres. Avez-vous envie d'une chambre de luxe dans un hôtel où le hall de réception est miteux? Eh bien, il se trouve que moi, je constate assez souvent ça dans les entreprises, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à ce que tu disais, tu as des ressources qui peuvent être magnifiques en flash, des animations, etc. Mais tu as des portails déjà qui peuvent être laids, et ça, c'est assez fréquent. Alors, pourquoi penser ensemble les ressources et le portail? Déjà pour cette raison, parce qu'il doit y avoir une harmonie, une logique, une cohérence graphique entre le design des ressources et celui du portail, sauf à être d'ailleurs dans la conjonction désastreuse de la chambre de luxe et du hall de réception dont je parlais. Et puis parce qu'il y a de plus en plus de cas, finalement, où l'apprenant doit aussi pouvoir accéder directement à une ressource sans passer par un portail. Et ça, c'est très fréquent, hein, je veux dire, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous pouvez très bien avoir une ressource qui sera délivrée tout simplement par mail ou d'une autre façon, par un push sur le smartphone, sans qu'on ait besoin d'accéder finalement à un portail, même en 3 clics, pour trouver la ressource.
Donc la notion d'accès direct et de simplicité. Alors simplicité, là aussi Xavier le disait, ne pas confondre un bon design et une sophistication graphique. Hein. Les deux peuvent même d'ailleurs être antinomiques au passage. Hein. Si je me place du point de vue de la formation, si la sophistication graphique et scénaristique alourdit le délai de livraison d'une formation qui serait immédiatement indispensable, eh bien, il faut oublier la sophistication graphique. Donc, ne pas confondre design et sophistication. Et je voudrais juste, pour ce qui me concerne comme commentaire sur ce slide, je disais accès direct et simplicité. Eh bien, ils sont en train de rejoindre ces deux aspects, une tendance forte qu'on appelle le best interface. Ils ont une interface, c'est-à-dire que la meilleure interface, c'est pas d'interface du tout. Et c'est un mouvement qu'on est en train de voir dans le domaine du web, où de plus en plus, finalement, grâce aux analytics, on le reverra, les ressources sont poussées sur les smartphones, sur les différents devices, auprès des utilisateurs, et elles correspondent aux besoins du moment, sans qu'ils aient forcément à passer par un portail. Est-ce que ça fait ton affaire, ça, Xavier, l'affaire de Vodéclic, ce que je dis? Je rebondis sur cette notion de best interface, en fait, qui est le fruit de l'avènement des API, hein, qui sont en fait des protocoles de, je veux dire, conversation entre différentes solutions. Et le parallèle que moi je fais toujours avec nos clients chez Vodéclic sur le portail et ressources, c'est de faire le parallèle entre si on prend un LMS et des ressources de contenu qui sont obtenues chez différents fournisseurs de contenu. Je veux dire, un LMS, c'est comme un hub. C'est pour ça que cette notion-là de portail est vraiment importante, mais c'est comme un aéroport. Vous allez à Roissy, l'aéroport de Roissy est opéré par Aéroport de Paris. Le rôle de ce hub, c'est de mettre les fournisseurs de services dans les meilleures conditions. Ce n'est pas d'être Aéroport de Paris et Roissy-Charles de Gaulle n'est pas une compagnie aérienne. C'est de mettre à disposition des voyageurs, qui sont en fait les salariés de vos entreprises, des ressources dans les meilleures conditions pour garer sa voiture, pour aller dans un salon en attendant son avion, pour prendre l'avion, pour trouver un hôtel de proximité. Et c'est la qualité de cette intégration couplée à des ressources où chaque ressource que sont ces compagnies aériennes se font concurrence, comme nous avons des concurrents auprès de nos clients, que ce soit dans la bureautique, que ce soit dans les langues, que ce soit dans le management, peu importe. Eh bien, c'est le fait de penser ensemble ce hub et ces ressources de façon à faire qu'il y ait la bonne ergonomie, le bon cheminement, la bonne distance avec le contenu en fonction de ce que l'on veut capter comme information. Et c'est cela qui va tirer la satisfaction pour les salariés. Et s'ils sont satisfaits, de fait, le ROI final, qui dit à un moment, qui est calculé sous une forme de combien je paye et qui j'ai formé et pendant combien de temps, eh bien, ça passe par cette satisfaction. Donc, on a démarré tout à l'heure sur ce sondage avec cette satisfaction des salariés qui est l'élément le plus important, selon les personnes qui ont répondu. Et là, on commence à rentrer à l'intérieur des différentes couches qui composent cette satisfaction. Et je crois que maintenant, on va venir, après cette notion d'interface, sur la partie justement, mais quid de l'intégration et du développement. Je pense qu'on va arriver là. Exactement. Et bon, je ne reviendrai pas ici d'ailleurs sur le design des ressources et des modalités pédagogiques, ni sur leurs évolutions, parce qu'elles ont évidemment aussi leur importance. Hein. Je suis beaucoup intervenu par ailleurs là-dessus et vous pouvez donc télécharger les livres blancs qui correspondent sur le site FEFOR. Alors justement, Xavier, tu as commencé à traiter la question de l'intégration et du déploiement. Donc, 4e conseil, simplifier, intégration et déploiement. Alors, peut-être je te laisse la parole là-dessus sur poursuivre sur le hub de formation, mais peut-être aussi, est-ce que tu peux toucher 2 mots sur les technologies d'intégration et au fond, qu'est-ce qui, selon Vodéclic, permettrait de caractériser ce qu'est une intégration simple. Et puis, je permettrait évidemment d'intervenir en cas de besoin. Je te laisse la parole là-dessus. Oui. Alors, mon idée, c'est plutôt d'essayer de vous faire réfléchir et de
vous avez deux scénarios devant vous qui sont les plus fréquents et ce que l'on voit chez nos clients. Soit vous avez une approche, je vais dire, d'un écosystème très hiérarchisé, avec ou sans LMS. Si vous avez un LMS avec ou sans standard SCORM, et là vous avez une approche qui est standard. Probablement, c'est souvent le cas dans des entreprises de grande taille avec des besoins de globalisation. L'autre possibilité, et qui peut être complémentaire, mais je fais volontairement un très gros trait pour les séparer, c'est d'être plutôt dans une logique d'un écosystème très diversifié, où le plus important, c'est de valoriser l'interopérabilité entre vos différents contenus et vos différentes solutions. Dans une entreprise, le LMS, fondamentalement, c'est pas ce qui est central dans l'organisation. Ce qui est central dans une organisation, c'est comment un salarié s'authentifie quand il se connecte sur le réseau de l'entreprise, qu'il soit d'ailleurs dans les bureaux de l'entreprise via une connexion à distance, peu importe. Comment je m'authentifie quand j'arrive tous les jours à mon bureau pour ouvrir mon poste de travail. Ça, c'est l'Active Directory de Microsoft qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a beaucoup progressé depuis. Et puis maintenant, dans les organisations, vous avez des intranets, vous avez des extranets, vous avez des réseaux sociaux d'entreprise comme Jive, comme Yammer, comme Chatter, qui sont de nouveaux points de contact. Vous avez Thierry Breton, il y a quelques années, disant le mail va disparaître. Fondamentalement, le mail n'a pas disparu aujourd'hui, mais il y a plein de nouveaux usages qui arrivent, qui deviennent collaboratifs. Et donc, le comportement collaboratif des utilisateurs, qui est également poussé par les usages collaboratifs personnels, qui n'a pas de compte Facebook, qui n'a pas de compte Twitter, peut-être Twitter un peu moins, mais tout le monde a compris ce que c'est cette notion de collaboration. C'est satisfaisant ou pas, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Et donc, cette intégration et ce déploiement peut se faire de plein de technologies différentes qui ne viennent pas forcément du canal historique du standard SCORM qui a évolué ces dernières années avec un Tin Can qui est toujours une émulation du SCORM, mais maintenant il y a beaucoup de choses autour des API et ces API viennent du web. Et les API, c'est comment faire dialoguer différents systèmes entre eux sans avoir à le centraliser. Et c'est là où cette réflexion sur le point précédent, Michel, donne tout son sens entre le portail, le hub de formation et les ressources, c'est qu'il ne faut pas se tromper entre je veux amener une information et un design totalement linéaire qui est la même chose pour tout le monde, parce que ça, et je vous demande de réfléchir à ça, je pense que ça ne marche pas. On ne fait pas progresser quelqu'un sur les technos, sur le digital, de la même façon qu'on fait progresser quelqu'un sur les langues étrangères. Vous ne pouvez pas demander à vos managers de progresser dans leur approche de management de groupe en regardant une fois de temps en temps des modules vidéo de 5 minutes. Vous devez leur créer un programme de beaucoup plus longue durée où l'approche pédagogique n'est pas la même que lorsque vous demandez à quelqu'un de progresser dans une langue étrangère, pas plus que l'approche n'est la même quand on n'arrive pas à faire un tableau croisé dynamique et on a besoin d'une solution dans 3-4 minutes. Et donc, comment, dans la bureautique, dans l'informatique, ce qui compte, c'est comment aller très très vite au contenu parce que j'ai besoin de résoudre un problème que j'ai maintenant. Et donc, si mon outil de travail, c'est le réseau social d'entreprise, il faut que je puisse passer par mon réseau social d'entreprise pour accéder à mon contenu de formation. Que tout ça, ça transite via des technologies d'intégration, via votre LMS, si vous en avez un, ça, c'est pas un problème. Mais le multiple point d'accès à une même solution, c'est ce qui fait la performance. Et je termine avec un dernier parallèle. J'ai fait un sondage sur le marché américain il y a quelques mois. 89% des personnes sondées disent que l'avenir de la formation est sur un modèle de type Netflix. Si vous regardez ce que fait Netflix, eh bien en fait que vous preniez votre abonnement sur netflix.com en vous connectant via votre ordinateur ou via votre box, Livebox ou B-Box ou qui que ce soit, ou que vous preniez ça via votre Apple TV. Au bout du bout, vous avez le même compte, vous avez un cheminement pour y accéder qui est différent, mais derrière, vous avez l'expérience utilisateur de Netflix. Tous les clients chez qui on a des taux de satisfaction, d'utilisation qui sont les plus élevés,
c'est parce qu'on est dans une logique de diversification des points d'accès où tous les chemins mènent à Rome vers l'expérience utilisateur Vodéclic qui est performante dans le domaine du bureautique, digital et informatique et qui n'est probablement pas du tout pour d'autres sujets. Mais nous, notre métier, c'est d'être focusé sur la performance et l'augmentation des compétences dans ce domaine-là. Merci Xavier. Là, on a fait passer un slide qui est une citation de Gabriel Morisson, qui est un des cofondateurs, un des deux cofondateurs de Vodéclic. Et j'ai longuement échangé avec Gabriel et je trouvais que cette citation était vraiment intéressante. Je l'ai reprise à la volée. Notre objectif essentiel quand le LMS du client va lancer un SCORM Vodéclic, c'est que l'utilisateur puisse bénéficier de l'expérience Vodéclic, c'est-à-dire tout simplement qu'il accède à la plateforme Vodéclic qui exprime cette expérience. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire effectivement qu'on est dans un monde où les consommateurs de ressources web, de formation, etc., doivent pouvoir accéder à de multiples ressources d'origine extrêmement diverses et que tout ça doit converger dans une expérience qui soit positive pour l'apprenant. On voit aujourd'hui que les plateformes de formation dans les entreprises vont évidemment non seulement se connecter au SIRH dans les deux sens. Elles vont se connecter à des CRM pour mettre en évidence l'impact de la formation, par exemple, sur les ventes de l'entreprise, etc. Mais elles vont aussi se connecter à des plateformes extérieures, Vodéclic et d'autres qui contiennent de multiples ressources dans différents domaines. Et donc là, on en est à la notion de hub, c'est-à-dire quelle facilité est donnée à l'apprenant pour accéder de façon extrêmement conviviale, simple, directement à toutes ces ressources. Et en plus, avec un autre aspect que je trouve extrêmement intéressant, c'est on sort d'une espèce de centralisation, de volonté de, comment dirais-je, d'un design qui soit unique et le même pour tous, puisque au fond, on doit pouvoir avec ces hubs donner accès à l'expérience apprenante, expérience Vodéclic ici, expérience d'un autre fournisseur à un autre moment. Je reprends ce web. Au fond, cette notion de hub que tu utilisais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe par un aéroport, certes, mais je ne vais pas avoir la même expérience client chez Singapore Airlines, par exemple, que chez Air France ou que chez EasyJet. Et au fond, chacun doit pouvoir retrouver un jour être dans l'expérience Singapour, un autre jour dans l'expérience EasyJet, etc. C'est bien ça l'idée, Xavier. C'est ça, et oui, mais pour le synthétiser encore plus, la différence d'expérience entre les compagnies aériennes que tu cites, il y en a une, c'est certain, mais en fait, elle n'aurait pas de valeur si le hub aéroport de Paris Charles de Gaulle n'amenait pas la qualité de service, de rapidité, etc., On est d'accord. Qu'on lui demande. Et s'il fallait aller à l'aéroport d'Air France ou à l'aéroport d'EasyJet ou à l'aéroport de Singapore Airlines, ça n'aurait aucun sens et aucune valeur pour les compagnies aériennes. Donc c'est bien la conjonction de cette relation hub, aéroport, fournisseur de contenu, compagnie aérienne, qui donne toute la performance. Et si vous voulez satisfaire vos salariés, eh bien, même si vous avez des politiques de voyage, à un moment ou à un autre, il y a les choix et les utilisateurs ont pris le pouvoir. Alors, pas dans le choix des compagnies aériennes pour voyager, dans les Travel Expense Policy, d'accord, mais en tout cas, dans le monde de la formation, je pense que si vous dites à 59% de mémoire, plus de 60%, que c'est la satisfaction des utilisateurs qui compte en premier, c'est que vous avez compris que s'ils ne sont pas satisfaits de ce que vous mettez en place, eh bien, ils iront trouver leur bonheur ailleurs, ils iront sur le web, et là, vous aurez perdu tout le contrôle de votre politique de formation. Bien, on va passer le temps avance, on va passer au cinquième conseil que nous avons concocté ensemble, utiliser les statistiques de formation pour pousser les usages, et j'en ferai un commentaire extrêmement rapide parce qu'on a encore de la matière à voir. Là, en fait, stades de formation, c'est un peu complexe pour les responsables formation parce qu'ils sont habitués à des stats classiques sur, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, l'évaluation de la formation, éventuellement l'évaluation des compétences acquises et pourquoi pas le retour sur investissement de la formation, etc. Bref, des choses qui ressortent pour partie du modèle de Kirkpatrick, mais il y a tout un champ d'autres, et il y en a encore d'ailleurs d'autres champs, mais je pense à celui-ci, tout un champ
comment dirais-je, de statistiques qui sont ce qu'on appelle les web analytics, hein, tout simplement, c'est-à-dire finalement les données que remontent les sites web, les données qui traitent des comportements des internautes, le nombre de visites, les pages vues, les temps passés, etc. Et au fond, ces web analytics permettent de mieux comprendre les liens qui existent entre les comportements des utilisateurs et les designs. Et évidemment, non seulement comprendre, mais il s'agit de prendre les décisions d'amélioration. Et je veux juste pointer ce que dit finalement Xavier depuis tout à l'heure, et avec quoi je suis 150% d'accord, à savoir que un portail de formation, c'est d'abord et avant tout un site web, et que les responsables formation qui en ont la maîtrise d'œuvre sont en quelque sorte je dirais des portails designers, comme on parlerait de web designers, et qu'ils doivent mettre en œuvre ce type de technique et connaître les web analytics pour améliorer les portails. Et parmi ces web analytics d'ailleurs et ces techniques d'amélioration, je pense à celle du A/B testing, hein, qui est utilisé par les grands médias web ou les grands sites de e-commerce, à savoir que finalement on va pousser sur un site web deux pages en temps réel différentes, et puis on va voir toujours en temps réel comment réagissent les internautes, et s'il y en a une qui apparaît comme étant beaucoup plus consultée et appréciée des autres, évidemment elle va remplacer l'autre page, et ainsi de suite dans des itérations permanentes qui permettent de construire un site qui colle au plus près finalement de la satisfaction des apprenants. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Est-ce que vous utilisez ou est-ce que vous utiliserez le A/B testing dans le groupe Vodéclic Skillsoft, Xavier? C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, parce que la pierre angulaire, si on revient à ce qui se faisait avant, et c'est notre enjeu, nous Vodéclic, pour la satisfaction de nos clients, mais c'est le même enjeu pour tous les fournisseurs de contenu de formation. C'est in fine, mais comment on mesure la performance? Et il est clair que vous pouvez avoir des utilisateurs très satisfaits sur une solution, sauf que s'ils ne représentent que 10% des personnes qui peuvent y aller, parce qu'ils ont un compte ou parce qu'ils ont été sélectionnés par leur employeur, en fait, si vous prenez le petit prisme de ceux qui y vont, ils sont satisfaits, puis en fait, vous en avez qui n'y vont pas. Et c'est ça le fond du sujet sur les stats pour l'usage et l'engagement. La première chose que vous, organisation, vous devez résoudre, c'est votre capacité à générer du trafic sur votre site web. Vous vous rendez compte? Trafic d'un site web. Et je m'adresse principalement, au vu de l'audience, à des responsables formation, à des learning managers, à des DSI. L'un de vos enjeux en 2016, c'est de devenir des générateurs de trafic sur votre site web de formation. Et ça, c'est un changement culturel profond qu'il faut que vous appréhendiez pour vous dire, mais si mes salariés ne vont pas sur mon portail, de fait, je ne peux pas leur demander qu'ils consomment et je ne peux pas leur demander qu'ils y retournent. Donc la première brique, c'est de vous transformer en traffic manager de façon à ce que vous ayez le plus de monde possible sur votre site. Sinon, le modèle Netflix, Amazon et d'A/B testing, de toute façon, il ne va pas servir à grand-chose puisque vous n'avez pas de trafic. Donc c'est vous qui avez la balle. C'est vous qui avez les moyens de faire que vous augmentez le trafic sur votre solution. Après, si le design n'est pas là, si l'ergonomie n'est pas là, s'il faut 20 clics pour accéder à quelque chose, forcément, la satisfaction finale des utilisateurs ne sera pas au rendez-vous. Xavier, on va passer au 6e conseil, et là-dessus je te laisse totalement la main. Utiliser les statistiques de formation pour renforcer l'engagement, c'est-à-dire au fond, il s'agit bien, n'est-ce pas, de fixer, de contrôler des objectifs partagés. Bien sûr, c'est tout l'enjeu, sans surprise pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Quand nous on pense avoir bien compris les problématiques que vous cherchez à résoudre quand vous faites appel à nous, la question clé, c'est mais combien je vais avoir d'utilisateurs actifs, c'est quoi les best practices, etc., etc. Et la base de cette discussion, c'est de partager ensemble quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre en fonction de vos moyens, de votre organisation, de votre capacité à communiquer, de votre expérience dans le domaine du e-learning, dans la centralisation des moyens de communication, ou alors
la liberté de vos filiales ou de vos divisions à communiquer. Tout cela a énormément d'incidence sur ce qui peut être fait et les statistiques derrière d'usage qu'il va y avoir sur le nombre de visiteurs uniques. Ça, c'est une information qui est de l'information d'un site web, sur le comportement, sur la durée de consommation, etc. Ça donne des billes et des informations clés sur les attentes, sur les comportements de vos salariés, qu'après, il faut exploiter. Et si en amont, vous dites pas, mais en fait, quel est l'objectif vous êtes une organisation de 10 000 personnes et vous vous dites, il y a un énorme projet de transformation digitale, on va changer de technologie bureautique, on va passer dans le cloud, on va passer sur Office 365, il faut que je change la culture de toute mon organisation. Vos problématiques de trafic sur votre écosystème de formation, là on parle d'une population de 10 000 personnes. Si vous êtes sur un projet de montée en compétence de votre équipe IT sur des technos, sur le big data ou sur Hadoop par exemple, un éditeur dans le big data, on parle de quelques personnes, voire quelques dizaines de personnes dans des très très grosses organisations. Donc cette notion de volume, elle a une incidence extrêmement forte. Quand vous avez 4 personnes à cibler ou 10 personnes à cibler, je veux dire, la statistique de combien ils sont allés, en fait, soit elle ne fait pas de sens, soit elle n'a aucun intérêt, puisque vous pouvez faire un one-to-one avec chacune de ces personnes. Lorsque vous travaillez sur un projet avec des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, votre approche statistique sur comment vous allez faire pour augmenter et tirer l'engagement, non pas au début, mais sur le moyen et sur le long terme, d'accord, ça vient forcément des statistiques comportementales qu'on pourra partager avec vous, nous ou d'autres éditeurs d'ailleurs, mais c'est en les regardant et les analysant que derrière, il faut mettre en place des actions de façon à les faire progresser. Et donc, ces notions de statistiques ne peuvent pas simplement être regardées en se disant le e-learning, ça coûte moins cher, mon heure de formation, elle est moins chère qu'en présentiel, j'ai fait plus d'heures de formation. Certes, il faut aller dans des métriques qui sont celles du web, et c'est ça qui va nous aider ensemble, nous, vos déclics, et vous et vos partenaires et fournisseurs de contenu, quels que soient les domaines, c'est avec ces statistiques comportementales qu'on fait progresser l'engagement sur le moyen et sur le long terme. Merci Xavier. Alors, je me suis contenté de rappeler que finalement les deux conseils, c'est-à-dire utiliser les stats pour pousser les usages et utiliser les stats pour renforcer l'engagement, au fond, ils débouchent sur la notion de données intelligentes et de learning intelligence. Alors, je vais pas, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon c'est un cours en tout. On a beaucoup de questions qui autour de tout ça, évidemment. On pourrait prendre toute une journée là-dessus. Je signale au passage que le 31 mars, il y a le séminaire évaluation FEFOR annuel qui se tient à Paris et qui va recevoir une centaine de personnes, dont celles et ceux qui sont intéressés sur les questions de statistiques, de formation, d'évaluation, de modèles de Kirkpatrick, de big data, etc. peuvent toujours jeter un coup d'œil là-dessus ou sur des livres blancs qu'on a écrits par ailleurs. Et je voudrais maintenant passer au septième conseil qui est marketer vos offres en continu. Alors, j'ai un peu vendu la mèche au départ en rappelant que finalement, on est passé d'un marché de la demande à un marché de l'offre pléthorique qui se dispute finalement un volume d'attention individuelle et collective qui lui est resté globalement le même. Sur un marché où il y a énormément d'offres qui se disputent les clients, eh bien le marketing n'est pas accessoire, c'est même le contraire, il devient tout à fait primordial. Il est au cœur, au fond, de la stratégie du responsable formation demain. Donc là, vraiment, je veux insister là-dessus, et c'est très intéressant parce que la semaine dernière, on a délivré en ligne les principales conclusions du benchmark européen digital learning réalisé conjointement par Cross Knowledge et par FEFOR. Et le premier
la première difficulté qui est rencontrée, le premier frein qui est rencontré par les responsables formation dans le développement du digital learning, il l'annonce maintenant clairement, c'est nous n'avons pas de marketing interne finalement du digital learning. Donc il y a tout un corpus de savoir, de pratique qui est à constituer aujourd'hui par le responsable formation et qui n'est pas évident pour lui parce qu'il vient d'un monde où il y avait des budgets formation, il fallait dépenser dans du stage inter-entreprise ou intra. Il y avait beaucoup de demandes de la part des apprenants. On sait très bien que seulement, grosso modo, la moitié d'un salarié réussissait à suivre une formation par an en présentiel. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de ce monde-là où il faut vendre, il faut marketer les offres. Et donc là, il y a évidemment un élément clé avec tout un ensemble de techniques, et il n'est pas question de les aborder dans cette conférence en ligne, bien sûr. Je noterai une chose. J'aime bien les formules parce qu'elles synthétisent. Je parlerai de marketing continu, de la formation continue. Au fond, à partir du moment où la formation devient vraiment continue, c'est-à-dire qu'elle est en permanence nourrie par des offres pléthoriques de digital learning interne ou externe à l'entreprise, etc., eh bien le marketing doit devenir lui-même continu. C'est-à-dire que ce marketing, c'est le contraire du petit teasing, vous savez, que le responsable formation demande à son premier prestataire de développement e-learning de réaliser pour annoncer la bonne parole, ça y est, nous avons le e-learning dans l'entreprise. Et puis après, plus rien du tout. Bon, moi je me bats dans les schémas directeurs digital learning que nous menons chez FEFOR pour des grandes entreprises en France et à l'international, pour qu'il y ait un budget de marketing du digital learning, faute de quoi, et un vrai plan d'action d'ailleurs, hein, faute de quoi, évidemment, les responsables formation se trompent en imaginant que les apprenants vont naturellement acheter cela. Et d'ailleurs, un plan marketing et un budget annuel n'entre pas en contradiction avec la nécessité de saisir toutes les opportunités qui se présentent au fil du temps, évidemment, tout au long de l'année, sans qu'on les ait prévues pour effectivement marketer la formation. Alors, je ne sais pas, j'imagine que de ton côté, Xavier, tu as des commentaires aussi à faire sur ce marketing continu de la formation continue. Oui, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense simplement que si on parle de marketing, on parle de consommateurs et on parle donc de clients. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure et je ne vais pas en redire plus. Vos salariés sont des clients. Donc très bien. Si vous n'avez pas de marketing dessus, ils vont pas consommer, ils vont pas utiliser vos solutions, leur satisfaction va être faible, votre ROI sur les investissements que vous aurez réalisés sera faible ou peu performant. Devenez consultant interne formation et performance. Alors là, je vais pas insister. Je terminerai là-dessus parce que j'ai publié un article récemment, notamment sur le site e-learning Letter, qui détaille finalement c'est une fiction, c'est-à-dire un interview fictionnel d'un responsable formation qui prend la bonne résolution en 2016 de devenir consultant interne formation et performance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre ce 8e conseil et les conseils précédents, parce que c'est la posture de consultant interne formation performance telle que je la vois qui va permettre aux responsables formation de mettre en application tous les conseils qu'on a vus. Par exemple, évidemment, un tel consultant se préoccupe forcément des stades de formation, en lien évidemment avec les indicateurs métiers, en lien avec les commanditaires métiers, etc. La posture du consultant interne, c'est par définition celle d'un travailleur du savoir, selon Peter Drucker, c'est-à-dire d'apprendre en permanence les techniques et les méthodes qui vont lui permettre de rendre le plus haut niveau de service aux clients internes ou externes. Et parmi tous ces savoirs, évidemment, il y a les data, les analytics, les possibilités et les limites des plateformes LMS, bref, tout ce qu'on a pu voir précédemment. Un consultant interne, c'est aussi quelqu'un qui a envie de fidéliser, de développer ses clients internes, ses directions métiers, ses apprenants, etc. C'est quelqu'un qui veut gagner, évidemment, de nouveaux clients dans l'entreprise, qui veut convaincre. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui développe forcément des techniques et des savoirs, des apprentissages dans le domaine du marketing. Donc, je ne veux pas insister là-dessus, mais il me semble que c'était bien le dernier conseil à donner pour jeter la balle aux responsables de formation en espérant qu'ils s'en saisissent. Voilà ce que l'on voulait dire, mon cher Xavier. Peut-être passer à des questions qu'on a
qu'on a eu, à moins que Aude me signale qu'on a maintenant, oui, un autre sondage à faire avant de passer aux questions. Oui, nous voulions en fait échanger avec vous un dernier sondage, justement qui nous parle des 8 conseils énoncés. Alors, je vous lance le sondage, donc vous l'avez de nouveau affiché sur votre écran. Parmi les conseils présentés, donc les 8 conseils présentés, lesquels appliquez-vous déjà en entreprise? Alors, je vous propose 5 réponses. Parmi les 8, certaines ont été regroupées. Alors, mettez toute ressource à 3 clics au plus de l'apprenant. Inspirez-vous du design web. Pensez ensemble portail et ressources et marketez vos offres. Simplifiez intégration et déploiement. Et utilisez les stats pour renforcer les usages et l'engagement. Donc, comme vous verrez, en fait, le 8e conseil qui avait été annoncé n'a pas pu être intégré puisqu'on est limité à 5 réponses, malheureusement. Voilà, donc je vous laisse quelques temps pour y répondre. Donc, on a déjà un taux de participation de 40%. On va faire monter un petit peu. Quelques secondes encore. Voilà, on va clôturer. Je vous remercie tous. Je ferme le sondage et je vais vous afficher les réponses. Et je vais laisser Michel et Xavier commenter. Peut-être Michel en premier ou Xavier, excusez-moi. Je vais laisser la parole à Xavier. Waouh! Alors, je pense qu'il y a beaucoup de réponses vu les taux et c'est extrêmement serré là. C'est proche du concours de l'Eurovision. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, je crois que la chose la plus intéressante, c'est de dire que tout est exactement dans les mêmes taux. Le seul qui est sensiblement plus bas, sensiblement, n'exagérons pas, c'est l'ensemble ressources portail. Bah, c'est manifestement dû, je pense, au fait qu'il y a beaucoup d'innovation dans le marché et que je pense que le marché du contenu tel qu'on le connaissait avant, avec ce terme, je trouve personnellement abominable, qui est contenu sur étagère, hein, puisque le propre d'une étagère, quand même, c'est de ramasser la poussière. Et on est quand même heureusement passé à autre chose que de ce monde-là. Et justement, le contenu, les fournisseurs de contenu sont passés à quelque chose de bien plus intéressant, c'est d'amener du contenu avec une palette de services autour qui, de fait, génère une ergonomie, un design, des fonctionnalités qui sont différentes. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à cette notion-là justement, et c'est à vous, hein, organisation, de vous poser la question. Est-ce que vous avez plutôt une approche collectiviste, hein, la même chose pour tout le monde avec la même expérience, qui peut faire du sens quand on veut avoir une approche très globale. Le problème, c'est que ça n'a pas de sens pour l'utilisateur, lui, qui va chercher à bénéficier d'un contenu qui lui plaît dans un domaine donné, puis après une approche complètement différente parce que le sujet est passé des langues étrangères à la bureautique, au management, etc., etc. L'autre point, c'est que justement cet alignement où chacun de ces conseils est déjà très travaillé au sein des organisations, ben, ça veut dire que vous êtes vous êtes moderne et vous êtes dans la bonne tendance où le sujet, c'est pas simplement j'achète une plateforme, un LMS, et puis je mets des contenus dedans, mais non, ça va bien au-delà. Il faut que je fasse du marketing, il faut que je me préoccupe du design, il faut que je me préoccupe de l'engagement, il faut que je me préoccupe du comportement de l'internaute sur ces solutions, et ça veut dire travailler sur tous ces sujets-là, eh bien vous êtes sur la bonne voie. On a une question, je ne dirais pas mieux, Xavier. Je pense que l'équilibre des réponses montre que les participants n'imaginent pas un instant qu'il y a une espèce de recette miracle avec un facteur qu'il suffirait d'actionner et sur lequel on serait très bon pour que tout le reste suive. Donc parfaitement d'accord avec toi. On a une question sur avez-vous des statistiques à faire partager sur le sondage que vous avez fait. Alors en fait, vous êtes près de 300 en ligne ce matin, hein, donc on a déjà un échantillon qui est extrêmement représentatif et c'est pour principalement la fonction de responsable formation, chef de projet formation, etc. En entreprise. Donc c'est très intéressant parce que ces sondages en ligne sont sur des échantillons très relativement en tous les cas représentatifs. Pour parler de statistiques, Michel, ça se voit dans les taux. Puisque tu fais beaucoup de webinaires et nous aussi, et lorsque vous en faites et que vous voyez des taux avec des chiffres ronds,
c'est statistiquement, pour avoir fait des études de statistiques, c'est statistiquement ce qui visuellement va vous dire que l'échantillon est petit. Là, on a des chiffres, sur toutes les unités, ce qui montre bien que la quantité de votants est élevée. Alors, Xavier, une question pour toi, très pratique. Est-ce que vous avez des conseils sur la meilleure façon de favoriser le trafic? Et la personne ajoute, nous avons à disposition de quelques collaborateurs des modules e-learning, mais ils n'y vont pas beaucoup car ils ne prennent pas le temps, contrairement à des sessions de formation en présentiel où ils sont convoqués, entre guillemets, etc. Et donc obligés de suivre la formation. Donc, quelques conseils pour favoriser le trafic? Le conseil, ne sachant pas quelle est la configuration ou la facilité d'accéder à cette solution, quelle est la pression marketing sur les salariés concernés pour aller sur cette solution. Si la pression marketing, c'est ils reçoivent un email d'un responsable formation de temps en temps, je voudrais juste rappeler que le taux d'ouverture d'un point de vue marketing d'un email, c'est 20% et que le taux de clic, c'est 20%. Donc 20% de 20%, ça fait 4%. Donc si vous écrivez à 100 personnes, vous en avez 4 qui cliquent. Vous en avez 4 qui cliquent pour arriver sur une solution de formation où derrière, s'il n'y a pas de système d'authentification automatisé, il faut se souvenir de son login et son mot de passe. Donc autant dire que sur 100 emails à qui vous écrivez, vous avez une personne qui fondamentalement a accès à la solution. Donc le marketing, c'est une affaire de com', au sens d'un média, c'est une affaire de message, comment vous allez attirer l'utilisateur, et puis après c'est une affaire de réceptacle, c'est-à-dire est-ce que l'endroit où je vais, je le trouve sympa. Maintenant, le contenu, il est clé. Dans le monde de la bureautique et de l'informatique, c'est quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez clairement un problème qui est identifié. Si le problème de la personne qui pose cette question, c'est de dire j'ai des formations obligatoires en compliance sur anticorruption, ça ravit personne de y aller. Donc il y a un problème de motivation sur le contenu qui est proposé. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit se réfléchir avec le prestataire de ce client, justement pour se dire mais c'est quoi le ressort des motivations? Quelle est la carotte? Quelle est la carotte? Tu as parlé. Si je l'ai. Oui. Oui, vas-y, Xavier. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais c'est quelle est la carotte? C'est-à-dire quel est l'intérêt? Pourquoi je suis motivé à y aller? Si c'est obligé, ça m'ennuie. Si ça m'intéresse pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Si je suis motivé parce que j'ai un problème, mais qu'on me met des barrières pour y aller parce que c'est compliqué, c'est mal designé, c'est mal intégré, j'ai beau être motivé d'y aller une fois, comme je vais être démotivé, je vais plus y retourner. Donc c'est un ensemble sur lequel, et ça, il faut le travailler en partenariat entre l'éditeur, s'il y a un LMS, le ou les fournisseurs de contenu, les équipes formation et les équipes informatiques au sens de l'intégration. Et c'est cette communauté et c'est ce travail d'équipe qui permet d'identifier les bonnes pratiques en fonction des problématiques données que je ne connais pas pour le client en question. Tu as parlé de l'importance évidemment des contenus. On n'en a pas parlé dans notre webinaire parce que c'était pas le sujet. On a voulu se placer un cran au-dessus. Je dirais plutôt au niveau des problématiques de design, de portail, etc. Mais bien entendu, le contenu a de l'importance. Il obéira à des règles différentes dans chacun des champs d'application, des champs du savoir. En même temps, on sait très bien qu'il y a des règles de base pour avoir des contenus qui puissent séduire et retenir les apprenants. Il n'était pas question d'aborder ça ici, mais je renvoie notamment à un livre blanc que j'ai écrit il y a quelques mois qui s'appelle « Comment renforcer l'engagement de l'apprenant » et qui traite en particulier de ce point-là. Une autre question, alors oui, on a pas seulement des questions, on a beaucoup de contributions et qui sont très très intéressantes, mais on peut notamment sur le rôle du top management pour marketer la formation auprès des collaborateurs, etc. Mais malheureusement, on peut pas rentrer dans le détail maintenant. Il y avait une autre question pour toi, Xavier, et moi je pourrais y répondre, mais je voudrais pas trahir de
être indiscret. Est-ce que vous avez des exemples de hub formation dans de grandes entreprises qui donnent satisfaction, etc. Et là, je pense que oui, c'est le cas. En tous les cas, Gabriel Morisson, qui est ton associé, m'a présenté des exemples qui étaient tout à fait pertinents à la matière. Oui, enfin, ce sont des clients connus de Vodéclic qui sont des très très grosses organisations comme Total, Air France, L'Oréal, Thales, etc., où on travaille beaucoup en amont sur l'intégration, sur les différents outils à disposition, de façon à matcher la stratégie des clients, et petit 2, les aider à prendre en compte que consommer, progresser avec des modules de formation de 3-4 minutes dans le domaine de la bureautique, on ne peut pas intégrer un contenu de ce type-là, qui est séduisant, qui répond à un problème instantané de la même façon que d'autres sujets. Donc là, je pense que l'une des forces de Vodéclic dans son concept, c'est petit 1 de dire que l'utilisateur est central dans ce dispositif, mais fondamentalement, ce qu'on développe tous les jours, c'est avant toute chose pour l'utilisateur, pour qu'il soit satisfait, parce que s'il est satisfait, il progresse. S'il progresse, son employeur est satisfait. Et donc, on a des clients de toute taille, de ces très grands comptes dont je parle, jusqu'à des toutes petites TPE. Mais pourquoi le niveau de satisfaction est toujours important, quelles que soient ces organisations-là? Parce que c'est la satisfaction des utilisateurs qui compte avant toute chose, et non pas les statistiques historiques recherchées par les learning managers, à savoir combien ça me coûte, combien d'heures, etc., etc. On peut dormir devant un écran au même titre qu'on peut dormir dans une salle de formation. Eh bien, dans un cas, on aura une belle signature en bas d'une feuille d'émargement, et on se dira, chouette, mon ROI est élevé, j'ai mes salariés qui y sont allés. Et en fait, l'information sur ce qui est retenu de ce présentiel, en fait, il n'y en a pas. Et dans le web, il y a toujours un peu, et encore, mais de moins en moins, ce côté Satan dans les chiffres, à savoir, mais qui me dit que les personnes apprennent quelque chose devant leur écran? Je pense que les statistiques du web vous apportent beaucoup plus d'informations que le vide de statistiques dans le monde du présentiel. Merci Xavier. Nous touchons maintenant à la fin de notre webinaire et malheureusement nous avons beaucoup de questions. Enfin heureusement nous avons eu beaucoup de questions, mais malheureusement nous n'avons pas pu répondre à tous. Nous en sommes désolés. Donc je tenais à remercier Xavier et Michel pour leur présentation et témoignages. Et je vous rappelle à tous que le livre blanc sera disponible d'ici quelques jours et envoyé par les équipes de Vodéclic. Je vous remercie tous de votre attention et je laisse le mot de la fin d'abord à Michel puis à Xavier ensuite. Oui, alors donc merci à tout le monde. Xavier sera présent à e-learning forum la semaine prochaine. J'y serai moi-même pour animer une conférence d'ailleurs à 12h30. Voilà ce qu'on pouvait dire et vous êtes restés très nombreux jusqu'à la fin, pas loin de 300 personnes. On a débordé de quelques minutes. Merci à tout le monde. À toi Xavier. Écoutez, merci à toutes et à tous. On va vous envoyer le livre blanc qui regroupe tous ces 8 conseils et plus d'éléments d'information dans ces prochains jours. Et puis, si vous avez des questions plus pratiques, que vous souhaitez partager avec moi ou avec mes équipes, écoutez, prenez contact avec nous et surtout, vous avez devant vous un d'énormes chantier passionnant en greffant la culture du web dans votre approche de formation, en vous disant que vos salariés ne sont plus avec un lien de subordination, conceptuellement parlant, bien évidemment, mais ce sont des clients. Et ces clients, il faut que vous les séduisiez, que vous les rendiez satisfaits, sinon ils vont quitter vos solutions de formation. Bien, merci Xavier, merci à tout le monde et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous, au revoir.